Madame, monsieur, bonjour. Nous sommes bien le mardi 6 avril, il est 11 heures. Vous êtes bien à l'heure avec nous. Soyez les bienvenus à notre Exchange Siamt de ce jour. Nous sommes ensemble donc pendant 1h30, si vous voulez bien, pour parler de nutrition, d'aliments et de santé. Alors, dans la langue française, il y a beaucoup de synonymes pour désigner l'aliment. Il y a la mangeaille, la bectance, le boostify, la cuisine, etc. Pour désigner justement cet aliment qui est un combustible indispensable qui nous tient au corps et nous nourrit au quotidien. Alors, je ne saurais parler de tout cela sans l'aide de nos experts. Donc, nous avons Marilyn Camus. Bonjour Marilyn, Bonjour, bonjour à infirmière tous. au travail après un parcours en soins et puis au bloc opératoire. Marilyn, quelques petits mots? Oui, donc effectivement, je suis infirmière de santé au travail donc depuis 5 ans, infirmière depuis 10 ans et au fil de mon parcours, professionnel, j'ai pu voir l'impact, d'une bonne alimentation et les effets néfastes effectivement quand celle-ci n'est pas forcément adaptée. Parfait Marilyn, on reviendra tout à l'heure. Vous êtes aujourd'hui le sachant entre guillemets Oui, professionnels de santé pour nous aider à avancer un peu dans la réflexion. Nous sommes accompagnés également du chef Ewout Vranck. Bonjour chef. Bonjour, vous allez bien? Chef et expert culinaire du Baltar au Louvre. Tout à fait. Après un beau parcours d'ailleurs. Merci. Dites-nous tout sur votre parcours et sur votre restaurant. Moi, je suis chez des cuisines du Baltar au Louvre. Ça fait 3 ans que je suis en place, 15 ans que je suis en France. Je suis, je suis un homme qui a toujours connu la cuisine sain. Mes parents étaient macrobiotiques, donc on mangeait beaucoup des choses végétaliens, peu d'été, et tout ce qui est nutrition qui était bon pour la santé. On mangeait et on faisait attention aussi. D'ailleurs, ce que je fais aussi aujourd'hui en famille avec mes enfants aussi. Donc la même chose. Donc je fais attention à ce qu'on mange. Et je fais en sorte qu'aussi c'est diversifié, bon pour la santé et surtout frais. Donc tout ça, je vais préparer pour vous tout à l'heure. Concernant le parcours, ça fait donc j'ai déménagé en France parce que je voulais toujours travailler pour les grands chefs cuisiniers étoilés notamment. Donc j'ai passé par Alain Ducasse, Yannick Aleno, Christian Lesquer et Jean-François Rouquette avant de venir ici à Louvre. Parfait. Et je crois que vous étiez plutôt destiné à une certaine cuisine plutôt, j'allais dire, végétarienne, végane. Pas à 100%, mais oui, je sais. Je pars toujours sur la base de produits légumes. Après, je rajoute un viande, un poisson qui va avec, bien entendu, mais je pars toujours sur la saison, le légume et l'aliment qui va avec. C'est parfait. On aura l'occasion tout à l'heure de vous regarder officier, chef et voûte, pour le plaisir des yeux, mais pas que. Hein. Je pense que vous avez compris que le plaisir de la bouche, d'abord, ça commence par les yeux, mais surtout après, derrière, il va falloir aussi satisfaire les papilles. C'est ça. Alors, restez avec nous, chef. D'ailleurs, vous pouvez commencer à vous mettre couper le micro, ça vous permettrait de commencer à préparer la surprise de tout à l'heure. Très bien. Ou plutôt les surprises, parce que le chef Ewout nous réserve, je crois, quelques surprises bien succulentes. Alors, normalement, nous avons aussi Sarah Meuni, mais elle a beaucoup de mal avec sa connexion ce matin. On ne sait pas pourquoi, ça arrive, hein. C'est le plaisir du direct. Sarah Meuni, c'est une experte, diététicienne, experte, une référente du programme national nutrition santé du ministère de la Santé. Donc, elle va nous accompagner justement sur les réflexions de tout ce qui pourrait allier le plaisir de la bouche et santé. Marilyn, Oui. qu'est-ce qu'on peut dire sur la nutrition? Qu'est-ce que la nutrition déjà? La nutrition, alors c'est
les différentes substances qui sont apportées donc, par l'alimentation. Donc, elles sont diverses. Hein. On peut retrouver les lipides, les glucides, les protéines, les sels minéraux, les oligo-éléments. Tout ça est nécessaire pour le bon fonctionnement de notre corps. C'est le carburant, en fait, de notre organisme pour un bon fonctionnement des différents organes. Ok, j'en profite également pour dire au public qui nous écoute et qui nous regarde que vous avez la possibilité, sur votre droite, vous avez un mur de sondage, vous avez un mur de chat, vous avez un mur de questions. Donc, n'hésitez pas à donner vos échanger, hein, on est dans un esprit d'échange. Hein. Échanger, c'est vous donner quelque chose et recevoir de votre part autre chose. Donc, il faut que l'on se retrouve tous les deux et de la même façon. Le premier sondage qu'on pourrait vous proposer sur la droite, c'est la diététique et la nutrition. Est-ce que c'est un synonyme pour vous? N'hésitez pas, allez-y. Alors, on disait donc avec Marilyn, l'étude de la nutrition, c'est l'étude de l'apport alimentaire, hein, répondant aux besoins de l'organisme et la transformation par le corps. Alors, c'est quoi la différence du coup avec la diététique, Marilyn? La diététique, alors ça va plus être donc l'équilibre entre tous ces différents nutriments. Donc la nutrition, c'est un aspect général. Après, la diététique, ça va plus être une question de quantité de nutriments apportés par chacune de ces valeurs. Donc, c'est vraiment, en fait, la diététique, c'est la règle pour avoir une alimentation saine, c'est ça? Exactement. Équilibrée. Exactement. Ok, très bien. Et pourquoi, en quoi la nutrition est-elle importante pour notre santé? Parce que la santé passe par notre assiette. Il existe vraiment un lien entre nutrition et santé. On peut réduire le risque de développer différentes maladies, donc comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète de type 2, en suivant des recommandations nutritionnelles simples. On peut tous améliorer la qualité nutritionnelle de nos repas. On sait vraiment qu'il existe un lien entre alimentation donc suffisante, équilibrée, diversifiée, pour le maintien d'une bonne immunité, d'une bonne santé, pour grandir et vieillir en bonne santé, et maintenir une bonne masse musculaire, lutter contre les infections et bien entendu conserver ses performances cognitives tout au long de notre vie. C'est dommage que Sarah n'arrive pas à nous rejoindre avec sa connexion parce que je pense qu'elle aurait aussi une autre vision des choses, notamment sur la différence entre la nutrition et la diététique. Donc, Sarah, si vous nous entendez, n'hésitez pas à nous rejoindre et surtout nous apporter votre vision des choses. Alors, je pense qu'il faudrait aussi qu'on dise un petit mot sur la nutrition, l'apport de la nutrition. Je lisais justement dans le programme national de santé et nutrition, la nutrition est importante parce que cela éviterait des maladies métaboliques ou secondairement acquises. Notamment, on parle de cancer lié à une mauvaise hygiène de vie. Donc, on a vu et on voit encore de nombreux travaux en cours qui mettent de plus en plus en exergue les bienfaits des fruits et légumes sur la santé humaine, notamment un impact sur le diabète, sur les maladies cardiovasculaires, les maladies cancéreuses, l'obésité et l'ostéoporose. Et de plus en plus maintenant, il y a aussi des travaux qui sont orientés pour essayer de relier l'hygiène alimentaire, la nutrition et l'apparition ou l'aggravation des maladies métaboliques ou chroniques, notamment des maladies auto-immunes. Hein, on le voyait, Marilyn, vous me contredirez si c'est besoin. On a vu aussi l'impact de l'alimentation sur le sommeil ainsi que les maladies neurodégénérescence. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Oui, notamment sur le sommeil. Hein. Effectivement, je le vois au quotidien dans les visites d'information et de prévention. Selon l'alimentation et l'équilibre alimentaire des salariés, donc de ce qu'ils me disent, ça a vraiment un impact sur
sur leur sommeil. C'est vrai que je leur conseille très régulièrement justement d'éviter les repas trop riches, trop lourds le soir, parce que c'est vrai qu'ils me disent avoir du mal à s'endormir, d'avoir un sommeil un peu perturbé, et j'essaye avec eux justement de comprendre où ça pêche et de leur donner des conseils justement sur comment rééquilibrer leurs différents repas et comment bien répartir surtout les quantités au cours de la journée pour avoir un sommeil justement plus plus équilibré, pardon, merci, de meilleure qualité. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur justement est-ce que il n'y a que l'alimentation ou est-ce qu'il y a tout un ensemble, je crois, sur le PNNS, Programme national de nutrition et santé. On parle beaucoup, en fait, on relie beaucoup l'alimentation, enfin la nutrition, les activités physiques et bien sûr la santé globale. Bien sûr, c'est tout un ensemble. L'alimentation seule ne suffit pas. Effectivement, il faut avoir une activité physique suffisante, une hydratation aussi suffisante, hein. Beaucoup oublient de s'hydrater au long de la journée. C'est vrai que ça, c'est un des points importants que je leur rappelle également, c'est de boire au minimum, vraiment au minimum, 1,5 litre d'eau donc par jour, de bouger suffisamment, même en ce moment, du fait de la crise sanitaire, il y a plus de télétravail, donc moins d'activité physique, plus que moins de déplacements pour aller au travail, etc. Voilà, c'est tout un ensemble. Et le bien-être global également. C'est ces 3 facteurs qui vont s'articuler ensemble pour un bien-être complet. Parfait. Il y a la notion aussi d'aliments fonctionnels, où on parle de plus en plus d'alicaments. Hein, comme le disait Hippocrate, déjà de son époque, il disait que en fait, ce qu'on mangeait, on n'est que ce qu'on mange. Et surtout, que le premier médicament pour les hommes, c'est d'abord l'aliment. Est-ce que la notion d'alicament vous dit quelque chose, Marilyn? Oui. Alors les alicaments vont avoir un effet bénéfique donc sur plusieurs fonctions cibles dans l'organisme. Donc au-delà des effets nutritionnels, ils vont pouvoir améliorer l'état de santé et le bien-être. Et aussi réduire le risque de certaines maladies. On l'entend assez régulièrement, notamment dans les médias, que certains types d'aliments peuvent réduire donc le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'hypertension, de surpoids, d'obésité. Donc c'est des aliments du quotidien, hein, qu'on a tous dans nos placards, dans nos réfrigérateurs. Ils vont vraiment donc avoir un effet direct sur la réduction de ces risques. Après, la liste est très très longue. On pourrait en citer des dizaines par exemple. Il paraît qu'il y en a il y a des alicaments naturels et d'autres qui sont plutôt synthétiques. Oui. Il y en a plus effectivement d'origine plus industrielle, donc effectivement synthétisée, et d'autres donc naturelles qu'on peut trouver dans les légumes, dans les diverses épices, dans les oléagineux, enfin dans toute l'alimentation quotidienne. Alors, je crois qu'on peut en donner quelques exemples, hein, notamment sur les alicaments naturels. On en croise tous les jours d'ailleurs sur notre table. Il y a les choux de Bruxelles, le brocoli, les choux ou le chou-fleur. Ça, c'est pour tout ce qui est cruci de la famille des cruciformes. Les oignons. Oui, les oignons. Est-ce que l'ail fait partie des alicaments ou pas? Oui, l'ail fait aussi partie des alicaments, tout comme l'oignon. Les épinards? Les épinards. L'artichaut aussi, qui est très bon pour le foie et les reins. Il stimule la régénération des cellules hépatiques et il a aussi des vertus diététiques. Le cresson? Le cresson. Le soja? Le soja, oui, également. Alors, le soja, je crois qu'on a beaucoup évoqué le soja dans le bien-être et surtout dans la plus-value pour la ménopause des femmes asiatiques. Est-ce que c'est vrai ou c'est une croyance populaire? Peut-être que Sarah Moni pourrait plus nous répondre à cette question.
Alors, dans les choses un peu moins connues, les bleuets, je ne savais pas qu'on pouvait manger des fleurs. Oui, il y a certaines fleurs qui sont effectivement comestibles. Bon, il ne faudrait pas que je mange toutes les fleurs qu'il y a sur ma terrasse. Les framboises, les mûres. Oui. On a aussi les agrumes, hein, comme alicament naturel. On a le raisin, les raisins, les tomates. Voilà. Est-ce que j'en ai oublié? Certaines épices également. Il y a le curcuma qui est quand même connu pour ses vertus anti-inflammatoires. On a donc sur la gamme le gingembre également. Au niveau des aliments riches en protéines, on a également le poisson qui est très riche en oméga 3, donc notamment le thon, la sardine, le maquereau. On peut retrouver également la tomate. Donc la tomate de saison, à consommer vraiment quand c'est la saison des tomates, bien entendu, qui est source de vitamines, de potassium, de phosphore, de magnésium. C'est un très bon légume. Alors, on profite de la présence de Sarah Monique. Bonjour Sarah. Bonjour, je suis désolée, c'était un petit peu compliqué, mais là ça a l'air de mieux fonctionner. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Alors on va profiter, justement, je vous ai présenté comme l'experte référent du plan national de nutrition et santé du ministère de la Santé. Un petit mot là-dessus, Oui, Sarah? merci. Donc en fait, ça fait maintenant 15 ans que je travaille à la fois en cabinet et en entreprise pour les salariés de nombreuses sociétés et que j'ai la chance de pouvoir partager un petit peu ce que j'ai pu capitaliser au fur et à mesure des années. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous et de parler des aliments plaisir notamment. On était en train de faire la liste, justement, Sarah, avec Marilyn, des alicaments, ces aliments fonctionnels qui ont une sacrée plus-value pour notre santé, notamment les alicaments naturels que sont les légumes, les fruits, et puis on en était à se poser la question, est-ce qu'il y en a d'autres que l'on ignore? Notamment, je pensais aux fruits à coque, je pensais aux fruits secs. Alors, il y a un alicament que j'apprécie particulièrement, étant donné tous les effets bénéfiques qu'il peut apporter, c'est l'amande. Parce que l'amande, elle a beaucoup d'éléments nutritifs très intéressants, notamment 25% de protéines, donc beaucoup plus que la moyenne de viande, poisson, œuf, puisque là, on est à 18%. Beaucoup de bons gras également, du bon gras qui protège le cœur et le cerveau, étant donné qu'elle a un apport intéressant en oméga 3 et oméga 9. Et puis aussi, elle est très riche en calcium. C'est celle qui contient le plus de calcium après les produits laitiers. Et beaucoup de magnésium aussi anti-stress. Elle a un rôle, elle a un effet basifiant sur nos articulations également. C'est-à-dire qu'il y a certains aliments dits acidifiants pour les articulations et d'autres dits basifiants qui vont permettre de rééquilibrer notre pH. Et ça, c'est très intéressant puisque ça permet d'avoir un équilibre au niveau de notre alimentation pour l'ensemble de notre corps. Donc, très basifiant aussi, ce qui fait que ça réduit les douleurs articulaires. Et puis, comme elle a un goût assez intéressant, elle permet aussi de ralentir l'assimilation des glucides, par exemple, le matin. Donc, moi, souvent, ce que je conseille, c'est de la prendre à la place du Nutella qui serait avec un gras peut-être un peu moins intéressant, de la prendre en pâte à tartiner. On la trouve en pâte à tartiner comme les crèmes d'amandes, les purées d'amandes que l'on va pouvoir acheter sans sucre. Donc ça, c'est intéressant le matin pour pouvoir garder une bonne énergie sur la durée. Alors, j'en ai profité en vous écoutant à publier un sondage. Justement, la question c'est quels sont les fruits à coque bons pour la santé? Donc, on a les amandes, on a les noix noisettes, noix de cajou, noix de coco. Est-ce qu'une noix de coco, c'est un fruit à coque?
Oui, c'est considéré comme un fruit à coque puisqu'il a à la fois du bon gras et des éléments, mais un tout petit peu moins riches en magnésium et calcium. On a la noix de macadamia dans la famille des noix. On a des pistaches. Est-ce que les cacahuètes font partie des fruits à coque? Oui, tout à fait. Et le pur beurre de cacahuète est aussi intéressant quand il est acheté bio, sans adjonction de sel ou d'autres éléments. Il faut qu'il reste non chauffé, en fait, pour qu'il reste intéressant. Donc, Je vois que, Ouais. pardon, je vois que notre public dans la salle est très, très, très branché fruits à coque parce qu'ils arrivent vraiment à donner toutes les réponses, les bonnes réponses d'ailleurs. Bravo. Concernant les fruits secs, Sarah, qu'est-ce qu'on peut dire sur les fruits secs? Quelle est la plus-value des fruits secs? Les fruits séchés, vous voulez dire les fruits Oui. sucrés séchés? Oui. Là, je suis un tout petit peu plus réservée par rapport au fait que s'ils sont séchés, ils sont concentrés, ils sont beaucoup plus concentrés en sucre puisqu'ils ont été déshydratés. Par contre, il y a une exception, c'est pour le raisin sec qui, même s'il est sucré, apporte beaucoup de bienfaits parce qu'il est extrêmement basifiant, justement. Le raisin sec va apporter beaucoup de bienfaits, toujours pour les articulations. Mais n'oublions pas que tout ce qui est séché est plus concentré en sucre. Donc, il faudrait que j'arrête les raisins secs alors. Un petit peu, mais pas trop. Je voulais compléter, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'en parler, sur tout ce qui est alicaments qui vont permettre de chouchouter, entre guillemets, notre second cerveau qu'on trouve dans l'intestin. Est-ce que vous avez eu le temps d'en parler? Non, justement, ça fait partie d'un autre passage. On reviendra tout à l'heure avec vous, si vous voulez bien, avec vous deux d'ailleurs, sur l'aspect des microbiotes de notre deuxième cerveau, qui est notre intestin. D'accord. Pour finir sur les alicaments, on a évoqué tout à l'heure la notion d'alicament industriel ou synthétique. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent dans la nature, il y a ce qu'on appelle la synergie des aliments. C'est-à-dire que quand on extrait un élément bénéfique, c'est beaucoup moins efficace. On a eu un exemple sur la vitamine E. On s'est rendu compte, par exemple, que la vitamine E était très bénéfique quand elle est associée à l'huile d'olive pour tout ce qui était maladie cardiovasculaire. Donc, on a essayé de l'isoler et de la vendre à part. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au lieu d'améliorer le cardio, on l'avait au contraire diminué. Il y avait beaucoup plus d'accidents cardiaques, le fait d'isoler l'élément. C'est-à-dire que c'est comme si la nature, avec cette synergie d'éléments associés, était beaucoup plus bénéfique en tant qu'aliment naturel que séparer les éléments entre eux, en fait. Et tout ce qu'on trouve dans les commerces, justement, je pensais au yaourt Bifidus, Actif et tout ça, sans faire de pub. Est-ce que c'est bon pour la santé, ça? En fait, à partir du moment où ça a été naturellement fermenté, je pense que c'est bon. Après, moi, je fais très attention à la qualité des aliments. Je pense que le bio est plus contrôlé, que c'est moins, on va dire, peut-être industriel, que c'est beaucoup plus naturel. Tout ce qui est label rouge également. Donc, on va peut-être avoir une meilleure qualité de cette fermentation. J'ai une petite question pour Sarah. Oui, Marie. Maintenant, dans le commerce, on trouve des œufs riches en oméga 3. Donc, les poulets ont été nourris aux graines de lin, etc. Est-ce qu'il y a une réelle plus-value à manger ces œufs ou vaut mieux se tourner vers les poissons justement riches en oméga 3 ou certains oléagineux? En fait, nous, en tant qu'êtres humains, nous nous situons au bout de la chaîne alimentaire. Et ce qu'on a donné souvent à ces poules, ce sont des graines de lin. Donc, on les a nourris aux oméga 3 et forcément, il va y avoir un retentissement sur la qualité de l'œuf. Et nous, en tant que consommateurs de l'œuf, forcément, cet œuf-là va contenir beaucoup plus d'oméga 3 qu'un œuf classique.
D'accord. Donc oui, ça a un impact positif. Pour prolonger la question de Marilyn, Sarah, tous les aliments, justement, on voit arriver une vague de mode, de tendance d'aliments enrichis en oméga 3, en probiotiques, en calcium. Quelle serait la plus-value de ces aliments? Ben, je pense que si c'est complètement naturel, comme je le disais, c'est-à-dire nous, on se situe au bout de la chaîne alimentaire et c'est l'animal qui a mangé un petit peu mieux, hein, pourquoi pas. Mais si c'est des rajouts, on se rend compte que c'est toujours moins assimilé. D'accord. C'est-à-dire que le procédé industriel fait que c'est moins assimilé. Je vous donne un exemple parce que souvent on me pose la question. Par exemple, le jus d'orange qu'on va acheter dans le commerce, à partir du moment où il y a un brassage mécanique, même s'il est de très bonne qualité, on va libérer les molécules de sucre. Donc, on va avoir déjà une montée de glycémie. Et on s'est rendu compte que par ce procédé industriel comparé au jus pressé d'orange que l'on peut faire nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi, la vitamine C tourne. Et au lieu qu'elle ait une configuration assimilable par l'homme, elle en a une autre. Et ce qui fait que c'est beaucoup moins efficace. Donc, je pense que tout ce qui est rajout comme ça dans certains aliments, ça fonctionne moins bien. Et si on restait un peu sur l'orange, qui nous paraît un bel exemple, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux manger l'orange en tant que fruit plutôt que de presser et d'avoir juste le jus? Si, tout à fait. En fait, quand je suis des personnes qui ont des soucis de glycémie, comparé au sucre qui monte à 100 hein, en exemple d'index glycémique, l'orange pressée, elle va monter à peu près à 60, alors que si on mange le fruit, on reste dans les 40, vous voyez. Donc, c'est très différent parce qu'elle contient les fibres qui vont permettre une assimilation beaucoup plus lente de l'aliment. C'est vrai que c'est mieux. Donc, deuxième élément qui nous renvoie encore à la notion de microbiote et de l'intestin, le deuxième cerveau. On reviendra tout à l'heure. Alors, il y a Laurence et Claire dans la salle qui nous font des remarques justement sur le soja. Claire nous dit, concernant le soja, une émission sur France Inter mettait en avant que le soja contenait des molécules similaires à des hormones qui, consommées en trop grande quantité, seraient dangereuses pour l'être humain. Qu'en pensez-vous, Sarah? Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que le soja contient de manière précise des estrogènes. Donc, souvent, je pose la question s'il n'y a pas des antécédents de cancers hormonaux dépendants, comme par exemple un cancer du sein chez une maman ou un cancer de l'utérus, parce que forcément, ça a un impact cumulé dans le temps. Et c'est vrai que je rencontre beaucoup de personnes qui maintenant veulent aller vers une alimentation plus végétale. Donc, c'est pas parce qu'on va vers une alimentation végétale qu'il faut consommer beaucoup de steaks de soja, de yaourts de soja. On a une multiplicité du monde végétal. Il ne faut pas aller vers seulement le soja, mais il faut multiplier les apports d'éléments végétaux, comme par exemple au niveau des céréales, on en a énormément, au niveau des légumes secs aussi, et c'est juste en rassemblant les deux qu'on peut reconstituer une protéine végétale. Je vous donne un exemple. Du riz et des haricots rouges, le chilicine carné, on reproduit les 9 acides aminés essentiels, comme dans un morceau de viande, poisson ou œuf. Et là, on monte même à 25% de protéines, alors que viande, poisson, œuf, on est à 18%. Donc, il ne faut pas forcément aller vers, à nouveau, un produit industriel, un steak de soja, mais élargir le champ, parce que c'est l'addition de l'élément qui va être négatif. Si on en consomme une fois de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais certaines personnes, même des enfants, on leur donne systématiquement des yaourts de soja parce qu'on pense que c'est meilleur que le lait de vache. Là, je dirais non, parce que le petit garçon qui va consommer des estrogènes au long cours, c'est négatif en fait. Il y a beaucoup de questions sur le soja, justement. Est-ce que le soja est contre-indiqué? Est-ce qu'il y a des contre-indications à la consommation de soja? Parce que ce serait un perturbateur endocrinien. Exactement, c'est-à-dire que c'est toujours l'addition dans le temps qui va faire que c'est négatif. Donc, si c'est trop souvent consommé, ça ne va pas. Ça va forcément apporter plus d'estrogène.
Et est-ce il n'y aurait pas une confusion entre soja et le haricot mungo? Vous voulez dire les pousses de soja, hein, les pousses Oui. d'haricots? Si, souvent, oui. Les pousses, il y a pas de souci, hein, c'est pas la même chose. En Et fait, le soja, il se présente souvent, on le trouve en magasin bio, comme une grosse lentille verte. Et c'est ça qu'ils font fermenter sous forme de tofu, de galettes, etc. d'accord. Est-ce qu'il y a vraiment des contre-indications, notamment en cas d'hystéréoïdie ou de maladie de Hashimoto ou pas? Alors ça, moi, je connais pas assez ces maladies-là pour pouvoir y répondre. Mais par contre, tout ce qui est cancer hormonodépendant, oui. S'il y a des antécédents de cancer de sein, oui. Marilyn, de mémoire, je crois que dans nos formations de professionnels de santé, il ne semblait pas qu'on avait des contre-indications absolues euh, concernant ces maladies thyroïdiennes avec la consommation de soja. Non, non, non. J'en ai pas dans mes souvenirs. Donc, J'ai une question justement concernant le soja pour Sarah. Tout à l'heure, vous avez évoqué, Dr Ingo, la répercussion du soja donc, en période de ménopause chez les femmes asiatiques. Est-ce qu'il y a un réel apport ou une contre-indication à consommer du soja durant la ménopause? Ben, en fait, c'est vrai que pour les femmes ménopausées, le soja va apporter un peu d'estrogène. Mais on a d'autres plantes qui sont moins négatives, comme le yam, qui est beaucoup plus doux. C'est pareil, il faut regarder les antécédents pour être sûr que tout va bien par rapport à ses ancêtres, en fait. D'accord. Juste une petite parenthèse sur la ménopause que j'ai constatée, c'est que souvent, le fait de faire marcher les personnes, puisque moi j'ai une formation aussi d'activité physique liée à la nutrition, ça permet vraiment d'éviter tous les effets secondaires de la ménopause. Une marche rapide, une demi-heure par jour, limite de l'essoufflement, ça a un impact très positif sur la réduction des effets de la ménopause. ouais, Et en plus, ça renforce les os. c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Marilyn. D'ailleurs, en fait, dans le PNNS, il n'y a pas que les aliments, il n'y a pas que la nutrition, il y a aussi l'aspect bienfaiteur de toutes les activités physiques. Tout à fait. Béatrice, dans la salle, nous pose la question: quels sont les aliments à proscrire en période de ménopause? Moi, je dirais les aliments trop acidifiants, parce que comme il faut faire attention à ces os, hein, pour pouvoir les préserver de l'ostéoporose, une alimentation trop acidifiante, en fait, il faut un équilibre acido-basique au cours de la journée. Je vous donne un exemple. Tout ce qui est céréales, légumes secs, viande, poisson, œufs, fromage, c'est acidifiant. Donc, si on n'associe pas chaque repas avec un aliment basique, donc par exemple des légumes crus, des légumes cuits, un fruit, on a un déséquilibre d'aliments acidifiants. Et quand on a trop d'aliments acidifiants au cours de notre repas, qu'est-ce que notre corps va faire? Il va aller chercher dans les os le calcium et le magnésium pour pouvoir rééquilibrer notre pH. Et c'est ça qui fait la décalcification et qui crée de l'ostéoporose. Donc moi, je fais très attention à ça, c'est-à-dire au cours de chaque repas, il faut qu'il y ait un aliment cru, un aliment cuit. Si les personnes ont trop de soucis au niveau de l'intestin, à ce moment-là, beaucoup plus d'aliments cuits, mais en proportion presque 2 fois plus importante que des aliments acidifiants. Ça participe vraiment à l'équilibre du repas. Sarah, Isabelle dans la salle nous pose la question: est-ce que les fèves edamame que l'on mange maintenant de plus en plus avec les plats japonais, est-ce que c'est la même chose que le soja? Les fèves, c'est ça? Oui. Non, c'est bon. Ça n'a pas les mêmes effets. Sandrine nous pose la question sur le jeûne intermittent. Est-ce que ça a une plus-value? C'est scientifiquement prouvé que c'est bon pour la santé ou pas? Alors, en fait, j'ai lu beaucoup de choses et ce que j'ai remarqué, tout dépend
comment on fait le jeûne. C'est-à-dire que les personnes qui ne mangent rien de la journée et qui ont un repas juste le soir, très souvent, je les reçois un peu plus tard avec du surpoids parce qu'elles ont très faim le soir et elles vont beaucoup trop manger. Et comme elles dorment ensuite, il va y avoir de la rétention de poids. J'ai vu beaucoup plus de bénéfices quand il y a plutôt un jeûne dans l'autre sens, c'est-à-dire limiter l'alimentation à partir de 16 heures jusqu'au lendemain matin. Par contre, moi, je ne suis pas tellement pour le jeûne intermittent à partir du moment où on peut le remplacer par des aliments bénéfiques, comme par exemple, comme je le disais, un petit peu de, on verra après l'importance sur le microbiote, mais un petit peu de légumes crus, un petit peu de légumes cuits, une petite soupe et un fruit. Ça va apporter de la réhydratation, des sels minéraux, des vitamines, des fibres. Et tout ça, c'est bénéfique, peut-être même encore plus qu'un jeûne intermittent, puisque ça reste léger et ça permet de continuer de nous nourrir de manière douce et intéressante. Est-ce que Laurence, dans la salle, nous pose la question, y a-t-il un aliment ou un alicament à privilégier en période de ménopause pour éviter la rétention d'eau et les œdèmes qui vont avec? Alors, en fait, c'est un équilibre général parce que qu'est-ce qui va permettre d'éviter la rétention d'eau et qui va avoir un effet diurétique naturel? C'est le fait de manger des aliments qui contiennent du calcium, du magnésium, du potassium et moins de sel. C'est ça qui a un effet diurétique naturel. Donc, c'est vraiment l'équilibre du repas qui va faire qu'en période de ménopause, tout fonctionne mieux. Donc, je dirais que ce n'est pas un élément particulier, c'est cet équilibre-là qui fonctionne bien. Et dans quoi on trouve le potassium? Ben justement, dans les légumes et dans les fruits. Alors, je vous invite à, tout en écoutant Sarah et Marilyn, à regarder ce qui se passe dans la cuisine du chef Ewood, là, qui nous entend, mais il a coupé son micro pour éviter de nous disperser avec tous ces bruits qui nous mettent l'eau à la bouche. Frédéric nous pose la question sur l'avocat, sur les avocats, les extraits d'avocats, présentés comme favorables sur les problèmes de cartilage et les problèmes de gencives. Est-ce que c'est vérifié, ça, sur le plan scientifique? Marilyn et Sarah? Alors, en fait, l'avocat, il fait partie du monde végétal. Donc, il va permettre, avec son bon gras, oméga 3 et oméga 9, de pouvoir rééquilibrer déjà le bon cholestérol. Donc, il va remonter le bon cholestérol dit HDL et il va diminuer le mauvais cholestérol LDL. C'est un fruit du Pérou, donc il contient un peu de sucre. Il a 7% de sucre, ce qui n'est pas énorme. Donc, il est intéressant, plutôt bio, sinon il peut être pollué. Et moi, je dirais que là, c'est un petit peu pour la planète. Il faut plutôt prendre l'avocat en hiver pour nous que l'avocat en été, parce que sinon, au niveau des pays des pays exportateurs, ça crée beaucoup de soucis. Oui, ben de toute façon, c'est d'autant plus que maintenant, avec la maire de Poitiers qui veut arrêter l'aérien, on n'aurait plus d'importation d'avocats. On est bon comme ça. Est-ce qu'on peut justement évoquer tous les plats à vous écouter? Il ne faudrait pas que l'on reste vraiment sur l'aspect on mange que ce qui est bon pour la santé, parce que ça veut dire qu'on oublie complètement le plaisir de la bouche. Est-ce qu'on peut évoquer les plats, ce qu'on appelle les plats gourmands ou les plats canailles? Je pense notamment à des plats en sauce de nos grands-mères. Je pense notamment au tablier de sapeur des bouchons lyonnais. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Sarah? En fait, je pense que souvent, c'est un petit peu le retour d'expérience que j'ai. Le dimanche, c'est vraiment le moment où chacun va participer à un plat familial, comme vous dites, beaucoup plus gourmand. Et c'est important déjà d'être ensemble, de partager ce moment parce que ça fait beaucoup de bien au cerveau, c'est relaxant,
on va préparer des aliments de manière manuelle. Donc, tout ce qui est manuel, ça a un effet déjà aussi relaxant parce qu'on travaille pour beaucoup d'entre nous de manière intellectuelle. Donc, le fait d'être dans la matière, dans les textures, dans les couleurs, et je pense que le cuisinier va nous le confirmer, c'est très relaxant, c'est très agréable. Et puis, le fait de partager, de préparer un plat avec amour, déjà, ça fait du bien. Donc, moi, je pense que c'est très important d'avoir un équilibre nutritionnel, mais de savoir se faire plaisir également. Justement, on en vient à notre deuxième cerveau qui est notre intestin. Alors, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Ah, on a des bruits parasites. Qu'est-ce qu'il faudrait privilégier pour permettre à notre microbiote de se développer et de pouvoir nous alimenter en termes de santé? Déjà, en fait, dans notre intestin, nous avons 100 000 milliards de bactéries, 100 fois plus que de cellules dans notre corps, ce qui est incroyable. Ça veut dire qu'on est plus un hôte à bactéries que nous-mêmes. Donc, il faut vraiment les soigner, ces bactéries. Et qu'est-ce qui alimente nos bactéries? Eh bien, ce sont tout ce qui est fibres, puisque nous, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas assimiler les fibres. Ce sont la nourriture de nos bactéries. Et où trouve-t-on les fibres? On les trouve dans tout ce qui est déjà aliments crus et aliments cuits. Donc, les légumes et les fruits. Donc là, je vais vous donner, par exemple, un exemple le soir pour pouvoir se relaxer. On pourrait très bien faire un petit apéritif à base de légumes crus, par exemple des morceaux de concombre, des morceaux de carottes, des petits radis. Et tout à l'heure, on a parlé de l'avocat qui était intéressant pour protéger notre cœur. Se faire une petite guacamole dans laquelle on plonge nos petits légumes. Donc ça apporterait déjà des prébiotiques, c'est-à-dire l'alimentation de nos bactéries. Après, pour avoir un intestin qui fonctionne bien et apporter justement de bonnes bactéries à l'intérieur, il faut des probiotiques. Qu'est-ce que des probiotiques naturels? Ben, c'est justement tout ce qui est fermenté. Donc là, on va trouver ce qu'on appelle des pickles, c'est-à-dire des cornichons, on a quelquefois des petits morceaux de maïs, à nouveau des petites carottes fermentées, puisque c'est la fermentation qui va permettre de développer ce qu'on appelle les bactéries lactiques. Le yaourt, justement, à base de lait de vache, et maintenant on peut trouver aussi des ferments pour pouvoir faire des yaourts dans des laits végétaux, va permettre ces développements de bactéries lactiques. Et aussi, une boisson qui s'appelle le kombucha, qu'on pourrait prendre lors de cet apéritif. Alors, le kombucha, c'est une boisson fermentée à partir du thé vert. On a rajouté un tout petit peu de sucre de canne, ça a permis cette fermentation et de pouvoir apporter au corps ces bonnes bactéries. On a un exemple un petit peu ancien, c'est la choucroute. La choucroute, en fait, c'est la fermentation du chou avec un développement de bactéries lactiques. Et c'était intéressant pour les pirates parce que ça a permis d'emporter des gros barils de choucroute sur les bateaux parce qu'en plus, le chou contient énormément de vitamine C, donc ça a permis de fixer la vitamine C dans le chou qui dure beaucoup plus longtemps et avec cette fermentation, ça a évité le scorbut. Donc, tout ce qui est fermenté est intéressant pour ensemencer notre flore intestinale. Donc, ça permet quoi? Ça permet déjà de pouvoir soutenir nos défenses immunitaires, puisque derrière, on va avoir beaucoup plus d'éléments protecteurs au niveau de notre immunité grâce à ça. Marilyn, dans notre cursus médical, on nous a toujours appris à ne pas juste considérer l'intestin comme un tube, mais plutôt comme quelque chose, un réservoir justement d'immunité. Où est-ce qu'on en est maintenant avec cette histoire de deuxième cerveau avec les microbiotes?
Ça évolue. Effectivement, tous les nutriments vont être assimilés dans notre système digestif. Donc, s'ils ne fonctionnent pas correctement, si on a des tendances à la constipation, à un mauvais transit intestinal, tous ces nutriments ne vont pas forcément être bien assimilés et ça va avoir un impact sur notre santé globale et sur notre bien-être. Et je crois que de plus en plus maintenant, on arrive à démontrer que, comme le cerveau, de là-haut, Oui. Notre intestin sécrète aussi des hormones et des neuromédiateurs. Tout à fait. Hein, et je crois, de mémoire, je crois qu'on peut en citer deux, hein, la dopamine et la sérotonine. Donc, c'est vraiment, ça contribue vraiment à notre bien-être, d'où l'intérêt de bien considérer ce qu'on apporte à notre corps. Même si la notion de plaisir devrait rester, parce que ne manger que des graines germées et des boissons fermentées, je crois que je vais pas pouvoir tenir longtemps. Donc, clairement, ce qu'on retiendra, Sarah, c'est de dire que pour les dames, l'apéritif du soir avec les légumes et le guacamole, et pour les messieurs, il faudrait peut-être qu'on rajoute des fruits à coque. Très bien, ouais, tout à fait. Je voulais parler aussi d'un autre aliment qui permet vraiment de remonter notre sérotonine. Donc, sérotonine, c'est à la fois neurotransmetteur de l'humeur positive, mais aussi de la satiété. Et ça, c'est vraiment important de le dire. C'est le chocolat. Parce que là, on est dans un thème aliment plaisir et je voulais vraiment vous parler du chocolat parce que on a tous vers 16h30 une petite chute de sérotonine et le fait de redonner du chocolat à notre corps, c'est vraiment positif. Donc, j'ai parlé avec une cardiologue dernièrement et elle me disait qu'en juillet 2020, le chocolat avait été reconnu comme alicament parce qu'il a vraiment un effet bénéfique sur notre cœur. Il permet de limiter la montée de la pression artérielle parce qu'il aide, avec son gras très particulier, à assouplir les parois des vaisseaux. En Sarah, avant oui, d'aller plus loin dans l'explication de ce bon aliment, il y a justement, public, vous avez 2 sondages au sujet du chocolat. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis et votre ressenti. Allez-y, Sarah. En fait, on s'est rendu compte que non seulement il était riche en magnésium, donc il est anti-stress, il contient un petit peu de caféine, donc il va aider à la concentration. Et derrière, il libère des endorphines, donc un côté plaisir qui diminue l'état de stress. En plus, il est très chargé en magnésium et on sait que quand on est un petit peu stressé, on a une perte de ce minéral. Donc, c'est vraiment un aliment qui va aider. Alors, mes conseils, c'est quoi par rapport à ce chocolat? C'est déjà plutôt de le choisir 70% de cacao pour avoir beaucoup plus de bénéfices et un petit peu moins de sucre, mais surtout aussi de bien regarder qu'il contient du pur beurre de cacao, parce que c'est ce gras particulier, même s'il est saturé, qui va pouvoir être bénéfique pour votre cœur. Donc, pur beurre de cacao et sans lécithine. Donc ça, c'est vraiment important pour avoir ce fondant, parce que même s'il aura moins de sucre, comme il aura ce fondant dans la bouche, on va moins constater qu'il est moins chargé en sucre. Et comme c'est vers 16h30 qu'on a la chute de sérotonine dans le cerveau, moi, je conseille de le prendre en goûter à 16h avec justement des amandes, éventuellement un sucre lent pour qu'on puisse continuer de travailler dans l'après-midi en toute sérénité. Par exemple, un morceau de pain noir ou un morceau de biscotte ou une galette de blé noir. Ça permet de retrouver un sucre lent associé au chocolat et à l'amande. Et ça permet vraiment de redonner des forces et de ne pas être dans le cercle vicieux du sucre qui appelle le sucre. C'est-à-dire qu'il faut toujours associer un sucre semi-rapide avec un sucre lent et un aliment qui contient des protéines végétales et du bon gras comme l'amande, ce qui fait que l'association des trois fait que ça tient bien sur l'après-midi jusqu'au soir. Sarah, il convient peut-être de rappeler la constitution du bon chocolat. Il y a 3 ingrédients majeurs, je crois.
il y a la poudre de cacao, donc il faudrait prendre vraiment, c'est pour ça qu'on parle de chocolat à plus de 70% de constitution de poudre. Il y a le deuxième ingrédient que vous avez évoqué, c'est effectivement le beurre de cacao, qui est très important. Et le troisième ingrédient, c'est le sucre. Et c'est ce sucre-là aussi qui contribue au bien-être parce que ça fait sécréter la sérotonine. Oui, tout à fait, puisque ça fait sécréter de l'insuline qui nous permet de remonter aussi la sérotonine. Et donc, Sarah, on va se tourner plus vers du chocolat noir, donc. C'est préférable, oui, ouais, tout à fait. D'accord. Et d'ailleurs, public, bravo, parce que vous êtes une grande majorité à connaître des pouvoirs bénéfiques sur la santé du chocolat noir. Donc, richesse en magnésium, 38%, et un pouvoir régulateur de l'humeur avec la théobromine, 34%, l'activité antioxydante, 19%, le rôle bénéfique sur la flore intestinale, ça reste encore très confidentiel, mais 9% quand même le connaissent. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce fameux chocolat, à part qu'il fallait en manger ce week-end, Sarah? Mais justement, la théobromine, qui est très intéressante, très riche en flavonoïdes. Donc, tout ce qui est flavonoïdes, en fait, c'est ce qu'on appelle les antioxydants. Ça veut dire que ça va empêcher notre corps de s'oxyder. Donc, du coup, de le conserver plus jeune dans le temps. Est-ce qu'il faudrait éviter certains aliments, dont le chocolat, en cas d'intestin irritable? Alors ça, moi, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Moi, je dirais plus en cas de problème rénal. Parce que quand j'ai des insuffisants rénaux, je limite vraiment le chocolat parce qu'il a une très forte teneur en potassium. Est-ce qu'on a encore des choses à se dire sur... Ah si, j'ai des questions dans la salle, pardon. Il y a Sandrine qui nous pose la question, est-ce que les microbiotiques que l'on trouve en pharmacie sont efficaces? En fait, il y a des souches tellement différentes selon les laboratoires. Là, moi, je n'ai pas vraiment la réponse. Je ne sais pas si vous… Mais je pense qu'il faudrait plutôt se rabattre sur les vrais microbiotiques naturels. Oui, c'est ça. Après tout ce qu'on s'était dit, tout ce qu'on a échangé sur les sources naturelles, je pense qu'il faut garder en tête qu'il faut se faire plaisir, il faut manger de tout, mais en quantité raisonnable. Et puis, il faut surtout privilégier les aliments d'origine non transformée et puis naturelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre à se dire? Valérie nous pose la question. Il semble par contre qu'il ne faut pas manger le chocolat trop tard, car cela peut entraîner des réveils nocturnes. Est-ce qu'on a des connaissances là-dessus, Marilyn et Sarah? On a perdu Sarah, de nouveau. Bon. Je ne pense pas la notion de chocolat, sauf si vous accompagnez ce chocolat avec un café, mais bon, je ne pense pas. Le café, combien par jour? Quand chaud, froid? Ben, je crois que ça reste toujours en fonction de chaque personne. Il ne faut pas en consommer beaucoup trop tard pour certains. D'autres, apparemment, on en connaît tous, des gens qui boivent le café nuit et jour et ça ne les empêche pas de dormir. Ah, Sarah. Est-ce qu'on a eu tous nos échanges là-dessus? Et donc, je crois qu'il est temps qu'on fasse revenir le chef Ewout. Ewout, est-ce que vous êtes là avec nous? Oui, je suis bien là. Je suis là. Alors, Ewout, on va vous passer la main justement pour les surprises du chef. Ok, très bien. En premier rang, je vous ai fait 3 recettes. On va commencer par des gros asperges des Landes, vu que c'est la saison. Ensuite, on va se caler sur des mini carottes avec du curcuma, gingembre, dont vous avez parlé tout à l'heure aussi, avec des raisins secs notamment. Donc, et pour finir, on va se terminer sur des fraises et gariguettes pour l'instant, parce que c'est vraiment tout début de saison, ils ne sont pas encore au top. Mais je pense que quand vous allez commencer à la faire d'ici quelques semaines, ils vont être bons.
On va l'accompagner avec de la goëlle, qui est un fromage de fermentation, excusez-moi, je perds le mot, qui est un produit fermenté. On va rajouter par-dessus du chocolat noir 66% Caraïbes, ce qui est un grand cru. Donc, je vais juste basculer un tout petit peu l'écran, comme ça. On commence par les asperges. Donc, les asperges, comme vous avez vu, je les ai épluchées avec la tête basse. Après, tout ce qui est parure, je l'ai bien cuit. J'ai mis ça dans une casserole avec de l'eau, 1 litre, une branche de thym. Je laissé porter à l'ébullition pendant 10 minutes et je les ai cuits là-dedans. Après, quand les parures sont cuites, je les enlève et j'ai cuit mes asperges pendant 3-4 minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien fondantes. Après, à côté, j'ai fait une mayonnaise à huile de colza, laquelle j'ai rajouté du thon qu'on conserve, qui contient beaucoup de vitamine D. Après, j'ai rajouté aussi des capres et un trait de jus de citron jaune frais. À côté, donc, asperges cuites et asperges crues. Donc là, j'ai taillé en fine brunoise mes asperges crues, à laquelle j'ai rajouté les herbes vertes, qui est le persil, de l'estragon, de la ciboulette et du cerfeuil. C'est la pleine saison des asperges, chef? Là, on est en pleine saison depuis 3 bonnes semaines déjà. Donc, je pense qu'ici, au marché, il faut attendre encore peut-être une semaine que les prix baissent un tout petit peu. Parce que là, ils sont à 16 € au kilo. Je pense qu'une semaine, 2 semaines, ils vont être à 10 € au kilo. Donc, c'est plus raisonnable à faire. Elles sont très belles, elles sont très bons. Je vous conseille aussi de ne pas acheter des asperges à la fin de saison parce qu'ils sont trop forts en amertume. Donc, si vous achetez vraiment fin de saison, il faut la cuire en 2 fois. Donc, c'est-à-dire une première fois 2-3 minutes, après on enlève, on change l'eau et on recuit une deuxième fois pour enlever le trop de l'amertume. Ça peut être gênant pour certaines personnes. Donc, quatrième chose, donc le jus d'asperge. Donc, mon lot de cuisson, je garde tout. Donc, j'ai tout gardé, j'ai filtré. Après, j'ai rajouté du sauce soja avec jus de citron et l'infusion de bonite. Donc, c'est la liaison bonite et thon. C'est des flocons de bonite séchés. Je laisse infuser comme un thé pendant 10 minutes. Et ça me donne un jus qui est un peu brun. Donc, j'ai pris une toute petite partie de celle-là. Là, je l'ai collé un peu à la maïzena. J'ai porté à l'ébullition. Un trait de jus de citron que je vais rajouter tout à l'heure. Et j'ai laissé tiédir un tout petit peu. Donc, ça me donne un petit jus qui est acidulé, qui me donne un coup de peps avec l'asperge, avec les herbes fraîches et la mayonnaise, le côté gras. Ça va être très bon. Donc, l'asperge, c'est une source de folate. Donc, certainement pour les femmes enceintes, ça joue très bien. Donc, voilà. Ça favorise aussi les drainages et l'élimination rénale. Elle est très forte aussi en vitamine K, l'asperge verte. Donc on s'en va santé. Après, bien sûr, chef, vous nous donnerez toutes les recettes, hein, comme ça on pourrait mettre aussi à la disposition de nos invités. Voilà, tout est bien détaillé. Normalement, vous arrivez à le faire facilement à la maison. Donc, je commence à monter mon premier assiette, donc, pour lequel la jus de cuisson liée, je vais la mettre dans ma poêle longue. Je vais juste la faire tiédir et le chauffer un tout petit peu. Il ne faut pas trop le chauffer non plus. C'est vraiment juste à tiédir un tout petit peu, que ça brille bien. Je ne sais pas si vous voyez. Je l'arrose légèrement. Ça va très vite. Après, je prends mon petit assiette. Voilà. Dresser normalement la tête à gauche, en bas. Voilà. Mon jus collé que je rajoute là-dessus. Déjà ça, rien qu'en couleur, c'est très joli.
Donc, en fait, il y a un mélange de jus chaud et froid. C'est ça, bah, c'est tempéré. C'est vraiment tempéré. Ça dépend aussi des météos d'or. S'il fait 25 degrés à l'extérieur, ce n'est pas la peine de la chauffer. Mais là, maintenant, il fait un peu plus frais, donc on joue avec une température. Même l'assiette aussi, elle est un peu tiède, parce que quand il fait trop froid et les assiettes sont glacées, c'est sentimental, c'est pas trop bon, quoi. Mais par contre, quand il fait chaud, les assiettes bien glacées, les asperges toujours un peu tempérées, pas glacées, surtout pas, il ne faut pas qu'ils sortent du frigo parce qu'on n'a pas tout ce qui est gustatif, on ne ressent pas trop. Là aussi, vous rajoutez les asperges découpées. Ouais, les asperges en cubes, celles-là, elles sont crues, elles sont très bonnes, elles ne sont pas trop amères. À nouveau, je vous invite quand même à les goûter à cru en premier. Si elles sont trop fortes, il ne faut pas trop ajouter du cru et il faut le blanchir en deux temps. Voilà. Un peu comme ça. Après, côté crémeux, j'ai fait un petit vitello tonato. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait mayonnaise moi-même à la base de l'huile de lin. Après, j'ai ajouté du thon en conserve et quelques capres et un trait de jus de citron. Tout simple. Donc, on mélange le tout ensemble et puis voilà. C'est pas trop compliqué. Donc, je fais un peu d'état. J'en fais 3, toujours l'impair. Il est pile midi et j'ai déjà faim. Chef, j'en salive déjà d'avance. Après, là maintenant, c'est la saison de l'ail frais. Donc, vous allez le voir, j'en mets un peu partout là maintenant. Hein. Donc, de l'ail frais. Celui-là, c'est la petite tige, ça s'appelle l'ail. Vous faites voir si vous voulez. Donc, voilà, c'est l'ail. Elle est tout petite. Elle est très douce, elle n'est pas piquante forte, donc on peut la manger à cru, il n'y a aucun problème. C'est marrant, on dirait des ciboulettes, chef. Ça Ouais. ressemble beaucoup à la ciboulette. Bon, la ciboulette, c'est un peu plus fin, un peu plus fin, plus verte. Là, Alors, on rassure notre public, nos invités, que nous ne sommes pas du tout dans une configuration de repas clandestin. Hein. On n'a invité personne. Ni ministre, ni Premier ministre, ni Monsieur Chalençon. Donc, rassurez-vous, le chef, il est tout seul dans sa cuisine du restaurant Balta au Louvre, qui est d'ailleurs fermé. voilà. Pour notre malheur à nous. Et pour finir, je vous ajoute quelques fleurs de violette par-dessus. C'est pour la déco. Voilà. 3. Et bien sûr, un filet d'huile d'olive, la plus importante. Ça fait un peu perler là-dessus. Voilà. Et voilà. Ça, c'est mon premier assiette. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle est bien posée comme ça. Elle est superbement présentée, chef. Déjà, d'ailleurs, tout plat se déguste déjà avec les yeux. Voilà. Donc ça, c'est les choses simples. À nouveau, il ne faut pas prendre trop la tête. C'est vraiment simple à faire à la maison. Il faut juste bien nettoyer les asperges et les goûter. Toujours quand vous achetez des produits au marché, déjà regardez si l'aspect visuel des produits sont conformes à vos attentes, bien entendu. Après, il faut les goûter à cru et voir si, effectivement, elles ne sont pas trop fortes, elles ont un bon goût. C'est le plus important. Après, quand vous êtes sûr que le produit, c'est de la bonne qualité, la cuisine, elle viendra tout seul. Alors, voilà. Vous faites saliver déjà tout le monde en salle digitale, là, chef. Au top. Bon, on va commencer du coup maintenant. Il y a des questions encore sur l'asperge, quelques-uns? Oui, est-ce que c'est bon, ça fait partie des alicaments ou pas, Sarah et Marilyn? Vous avez vos micros coupés, mesdames. Bon, elles reviendront tout à l'heure. On a perdu Sarah. Marilyn, est-ce que ça fait partie des alicaments? Oui, l'asperge, on peut le considérer comme un alicament hein, pour ses vertus diurétiques, pour toutes les vitamines qu'elles retiennent. Non, on peut en manger très régulièrement.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une limite justement pour que les personnes qui feraient des calculs rénaux? Si, par contre, oui, effectivement. Pour les personnes qui font des calculs rénaux, c'est un des aliments à éviter. C'est bon, chef. Ok. Hop, je mets ça derrière moi. Ensuite, on va commencer par les petites carottes. Bah, c'est là, j'étais obligé de le cuire un tout petit peu en avance parce que sinon, on perdait trop de temps, je pense. Donc ça, je vous ai expliqué. Hop. Donc j'ai commencé avec du beurre du micelle, à laquelle j'ai rajouté de l'échalote ciselée très finement, que j'ai rincé un tout petit peu dans l'eau pour enlever un peu le goût trop agressif de l'échalote. Donc après, j'ai rajouté dans mon beurre du micelle. J'ai taillé du curcuma frais en julienne, en fine julienne, que j'ai rajouté. De l'ail frais, j'ai rajouté. De l'ail frais et ensuite les petits taillés, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc voilà, les petits taillés. Par contre, j'ai gardé la tige, j'ai bien nettoyé, j'ai enlevé toute la sable. Ça fait un aspect très joli sur l'assiette. Je l'ai rajouté aussi. Bien sué, des carottes, j'ai rajouté aussi, et du gingembre. Après, mouiller un tout petit peu au bouillon de volaille, les faire réduire, et du jus de carottes, les faire réduire à moitié, et après les raisins secs. Donc elles sont presque cuites, il faut que je le réchauffe un tout petit peu, il me manque encore plus ou moins 1 minute, parce qu'elles sont vraiment bien croquantes là maintenant. Je vous conseille aussi, quand vous achetez des carottes, il faut garder les fans. Les petites fans, vous sélectionnez les plus belles, les plus beaux. Après, vous allez les frire dans de l'huile d'arachide ou huile de pépins de raisin. Ça fait un truc bien croustillant. Il faut le saler après que vous sortez. Et puis, ça tient bien. C'est très joli. Et surtout, l'aspect, surtout la texture qui est bien croquante, ça se marie très bien avec. Donc, voilà. Donc les fans frites, c'est pour la décoration, chef, ou c'est pour la décoration. Là, c'est pour la décoration. Okay. Surtout pour la texture, ça donne la volume, c'est très bon, ça croque dans les dents. Le côté salé aussi qui l'amène, parce que j'ai mis quand même un peu de sel gris là-dessus. Là, c'est chouette. Après, j'ai fait mon jus de carotte. Donc, j'ai cuit mes mini carottes dans le jus de carotte. Je garde une partie du jus de carotte, laquelle je rajoute la lécithine de soja. Pourquoi la lécithine de soja? Elle tient bien, elle me fait la mousse. Et, la mousse, elle me tient bien. Puis, c'est bon pour la santé aussi. La lécithine de soja, où est-ce qu'on trouve ça? Cela, on peut trouver dans une grossiste. On peut trouver ça aussi chez des magasins bio, Naturalia, il y en a. À Paris, Naturalia. Chez G2, on peut en trouver aussi. Ça se trouve facilement, je pense. Hein. Surtout dans les magasins bio, il n'y a aucun problème. Je me rappelle bien quand mon père, à l'époque, quand on était gamin, on mangeait la soupe et il m'a rajouté toujours une cuillère de lécithine de soja là-dedans. Qu'est-ce que ça apporte à la santé, Sarah, la lécithine? En fait, la lécithine, c'est un gras, et la lécithine du soja, comme ça vient du monde végétal, c'est toujours un rééquilibrant par rapport au cholestérol. D'accord. Tous les gras qui viennent du monde végétal rééquilibrent, remontent le bon cholestérol et limitent toujours le mauvais. D'accord. Donc, pour ma grosse côte de bœuf à la mayonnaise, je pourrais arroser de lécithine de soja. Un petit peu. D'accord. Okay. Donc voilà, mes carottes, elles sont prêtes. Je vais juste chauffer tout petit peu le jus de carotte, que la mousse elle tienne. Après, je vais rajouter un tout petit peu les feuilles d'épinards. Épinards branches, elles étaient petites. J'ai enlevé la petite côte au milieu. Je le lave bien entendu. Je le plonge là-dedans. Vous le voyez? Comme ça. Je me fais la place. C'est très bien rangé, chef. Mais il faut. Je vais juste mélanger mon épinard qu'elle tombe légèrement. Ça va être une très jolie assiette, celle-là.
Donc voilà. J'ai ajouté un trait de jus de citron quand même pour casser le gras parce qu'il y a du beurre de micelle, il y a de l'huile d'olive dedans. Donc, toujours casser un tout petit peu. Après, pour la simplicité, je vais ajouter ça dans un plaque. Donc maintenant, on va commencer le dressage. Hop, on va juste décaler un tout petit peu. Donc voilà. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc, on commence par des feuilles d'épinards. On va les poser gentiment comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Les mini-carottes, on va les poser comme ça. Surtout avec le curcuma parce que ça tâche énormément quand vous le posez sur une assiette ou même quand vous le nettoyez, hein, quand vous le nettoyez en julienne. Mettez quand même un gant en plastique parce que ça tâche énormément. Et on rassure nos invités que le chef sait bien laver les mains bien avant de préparer tout ça. Ah oui, bien entendu. Oui, bien entendu. Ce qui est sur les mini-carottes aussi, c'est la façon de nettoyer. Parce que là, j'ai gardé les fans et je n'ai pas forcément enlevé la première peau. J'ai juste frotté un tout petit peu la peau avec un tampon vert pour enlever un peu de sable. Mais je pense que le pot, c'est pas forcément toxique, pas trop non plus, surtout les mini-carottes. Donc, je les ai frottés juste légèrement. Donc, c'est pas la peine de les éplucher. Les petits taillés qui vont se poser par-dessus. Donc, c'est vraiment un plat très esthétique. C'est vraiment le produit brut, presque pas touché, quoi. Les petites fans. Le curcuma. Les raisins de Corinthe, on va dispatcher un peu comme ça. Et donc, dans ce plat, chef, il y a tout ce qu'il faut pour nourrir un homme et une femme à midi. Ah ça, oui, parce qu'il y a encore, c'est pas fini encore, hein, j'ai encore des trucs à côté. Donc, j'ai fait frire du seitan. Donc, seitan, c'est de la... Du seitan, c'est de protéines de blé, notamment de gluten. Donc, c'est une pâte qu'on fait, on cuit en vapeur. Je vous fais voir ça tout à l'heure. Après, je laisse refroidir dans son bouillon et je le fais frire. Voilà. Donc, à côté, donc, c'est mon seitan. Elle ressemble un peu comme ça. Là, elle est frite déjà. Donc, c'est vraiment du gluten, de farine de blé. Ça ressemble un peu à un paquet comme ça. Je les ai arrachés et je les fais frire à l'huile de pépins de pizza. Ça me donne un peu comme une texture riz de veau. Vous voyez, bien croustillant à l'extérieur. Comment ça s'écrit, Satan? Seitan, S-E-I-T. Ah, Satan, d'accord. Seitan. D'accord. J'ai compris Satan, je me suis dit, ça essayé. Après la semaine de la Passion, après la semaine de Pessah, on rebascule sur l'être le plus maléfique de la terre. Ok. Donc, voilà. Ça c'est chaud, hein, donc je vais le poser un peu comme ça. Ensuite, donc, le jus de carotte avec la lécithine, vous allez le voir. Ça va faire très pour la mousse. Voilà, donc on prend que les cubes, pas le jus, parce que sinon on va faire salir un petit peu. Des tas de mousse. C'est vraiment juste le jus de carotte. Hein. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre, il n'y a rien du tout. Il y a juste le jus de carotte. Et la finition, maintenant, donc c'est les fans des carottes.
Et voilà. Comme vous voyez. Très beau. C'est magnifique. Ouais. Magnifique, oui. Donc, gingembre en julienne, on a le curcuma en julienne, l'ail, on a la mille carotte, la du 7 ans, jus de carotte, raisin de Corinthe et épinards branches. Et le jus de carotte, bien entendu. Donc, avec tout ça, on a tout ce qu'il faudrait comme nutrition, comme nutritif pour la journée. Ouais. En plus, ça fait un joli plat. C'est vraiment un plat. Hein. C'est pas un petit hein. On a bien mangé avec ça. Super, chef. Parfait. Donc, ça, c'est le plat. Donc, maintenant, on attaque le dessert, je crois. Le fromage. Excusez-moi, le fromage. Ah, pardon. Le fromage. Ouais. Non, excusez-moi, je me suis trompé. Le fromage, c'est la fraise. La fraise avec le chocolat. On va juste faire un tout petit peu de place. Rassurez-nous, chef, c'est moins cher que ce qui a été affiché chez Monsieur Chalençon. Ah oui. Bah, là, vous êtes, et puis, c'est nettement mieux présenté oui. côté esthétique. En côté prix, je pense que, comme je vous l'ai dit, c'est juste l'asperge qui va coûter cher pour l'entrée, mais même le plat, tout ça, c'est pas abusivement cher. Hein. Et là, j'ai utilisé la mini carotte, mais vous pouvez facilement le faire avec les carottes fan. Hein. Il faut juste que ce ne soit pas des grosses carottes de sable qu'on trouve au Monoprix, mais c'est vraiment les petites carottes fan ou les carottes fan avec la fan, quoi. Hein. C'est plus tendre, c'est beaucoup plus sucré. Donc voilà. Donc, la fraise et le chocolat. On va faire un tout petit peu de place à nouveau. Donc la fraise, comme je vous ai dit au début, c'est la gariguette pour l'instant, mais après, il faut la changer avec la Mara des Bois, l'ananis, la Killery. Voilà quoi. La gariguette, c'est vraiment début de saison. Donc là, tout simplement, j'ai enlevé la peau d'un coup, je l'ai lavé, donc laver c'est important. Mettez dans un passoire, faites-les rincer un peu à l'eau froide. Surtout, ne plongez jamais à l'eau parce que la fraise, elle absorbe l'eau. Donc vous allez perdre le goût du fraise. Donc ça, c'est une technique qu'il ne faut jamais les mettre ou plonger dans l'eau. Donc les fruits rouges, les bienfaits du fruit rouge alliés directement aux bienfaits du chocolat. C'est ça. Voilà, je les coupe en 4. Voilà. La sauce chocolat. Donc ça, c'est bon. La sauce chocolat, j'ai dû le faire hier parce que le chocolat, quand on cuisine avec du chocolat, il faut la stabiliser. Ça veut dire que, admettons que vous faites votre sauce maintenant, dans l'instantané, elle est pas plate, elle sera un peu, elle va piquer un peu trop, quoi. Donc il faut la stabiliser un tout petit peu. Donc que l'huile, le lait et la crème et le chocolat, ils se mélangent bien, ils se marient bien ensemble. Pour cela, il faut vraiment minimum 12 heures. Donc avec la sauce chocolat, c'est du lait, de la crème liquide, du chocolat Caribe 66%, c'est là. Il n'a pas 70, désolé, mais il a 66. Mais c'est un grand cru, donc il est quand même très bon. Du sucre et pour finir, de la crème fraîche. Donc la crème, le lait, avec le sucre, j'ai fait chauffer, je portais à l'ébullition. J'ai rajouté sur mon chocolat qui était déjà bien cassé, bien fouetté du coup. Quand c'est bien mélangé, à la fin, je rajoute la crème fraîche, je la mélange bien et je le mets au frigo. Et je le laisse stabiliser pendant la journée. Après, autre chose, donc, ça aussi, il faut qu'on fasse ça 24 heures en avance parce que ça, c'est une technique qu'il faut quand même un tout petit peu gérer. C'est de la crème Gouel qui est montée. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc, d'un côté, vous avez la crème bien montée. Vous avez le fromage frais. On peut utiliser le Gouel, on peut utiliser les yaourts brassés. Mais pour les côtés, j'aime bien la Gouel parce que voilà, c'est un produit qui est naturel. C'est une recette de gros lait, un produit fermenté. Elle est typique à partir de lait d'entier de vache. Et un produit fermenté à partir de un levain fermier. Donc voilà, donc il y a une bactérie lactique dedans, c'est une source de calcium, vous avez la vitamine B, tout ce qui va avec.
Donc, la crème bien montée, vous mélangez avec le fromage frais, Goël, c'est carré, et vous ajoutez du sucre semoule avec du blanc d'œuf. Vous la faites monter séparément aussi. Donc, après, vous mélangez les deux, bien monté. Vous mettez sur un tamis ou dans un passoire avec une queue de poule en dessous et vous laissez égoutter au frigo pendant 24 heures. Vous allez le voir, la partie sèche, ce qui c'est là, ça va rester sur le tamis. Et en dessous, vous allez voir, il y a énormément de jus en fait. Il y a du jus, vous ne le gardez pas. Donc, ça vous fait une mousse qui est très jolie, très lisse et très bien montée. Et surtout très 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 légère et très 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 bon. C'est pas forcément très sucré, ça se marie très bien avec la fraise. En fraise avec ça nature, ça marche très bien aussi. Avec le chocolat, c'est encore meilleur. Donc voilà, on va commencer le dressage. Je vais décaler la planche. Donc, les fraises, je vais la poser un tout petit peu comme ça en éventail. Voilà, un peu plus rustique. Alors, avec la fraise, on peut y aller. Là, j'ai mis 200 grammes, donc ça sera largement suffisante, je pense. Voilà. Après, je rajoute quelques quenelles de la crème montée. Toujours dans l'impair, donc j'en fais 3 tas, ça suffira. Après, je mets toujours de l'huile d'olive. Un peu comme ça, perler par-dessus. Attention, l'huile d'olive qui soit pas trop vert en goût, hein, donc il faut qu'il soit vraiment un peu douce. Voilà. Et plus important, avec le chocolat et avec la fraise, il faut du poivre noir par-dessus. Pourquoi? Parce que le poivre noir, il ouvre les papilles de la langue et ça fait monter le sucre en fait. Donc sans trop ajouter du sucre, il vaut mieux de faire un petit moulin de poivre par-dessus. Ça ouvre les papilles et ça change vraiment le goût, quoi. Après, le chocolat, la sauce. Normalement, on sert en pichet, mais là, je vous fais comme ça. Vous versez à côté, comme un condiment en fait. Voilà. On fait un petit miroir comme ça. Comme ça, il ne coule pas à côté de l'assiette. Et pour finir, corté floral, les fleurs de violette. Parce que c'est le printemps. Les fleurs de quoi, chef? De violette. Violette, d'accord, ok. Et voilà. On a notre assiette. Bravo. Donc je vous fais voir. Bravo l'artiste. Et qu'est-ce qu'on a? Voilà. Et donc, on a l'entrée avec les asperges, le plat avec les carottes et le sétan, et le dessert, un mélange de fruits rouges et de chocolat. Et de l'huile d'olive. Et de l'huile d'olive. Et du poivre noir par-dessus. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas ça. Donc ça, c'est une bonne recette à retenir. Est-ce que vous pourriez juste, chef, nous rappeler comment laver les fraises? Parce qu'il y a beaucoup de dames dans la salle digitale qui nous posent la question. Oui, bien sûr. La fraise, vous prenez un passoire, vous enlevez la pendule de la fraise, donc la petite tête verte, vous le coupez, vous mettez dans le passoire, vous laissez couler l'eau froide du robinet et vous la rincez juste comme ça, un tout petit peu. Il faut que ça prenne 5 secondes, pas plus. Parce que si vous trompez trop les fraises dans l'eau, elle perd son goût. Vous allez le voir tromper une fois dans l'eau comme ça, et la couleur de l'eau va
changer du rouge, c'est tout le parfum et tous les goûts qui sont bons. Donc, juste le rincer un tout petit peu, vous laissez bien égoutter. Après, vous le rangez sur un torchon. Et surtout au moment de la dégustation, donc admettons que vous allez au marché le matin, vous voulez manger la fraise à 16h l'après-midi, ne rangez jamais les fraises, ni les tomates, ni les asperges, ni tous les légumes, ne rangez jamais au frigo. Donc, parce que le frigo, le goût, il n'est pas la même. Donc, il faut tout sortir du frigo. Et avec quoi on pourrait accompagner ces bons plats, ces beaux plats en termes de boissons? En termes de vin, vous voulez dire? Vin ou autre chose, hein. Il n'y a pas que il y a des personnes qui ne boivent pas de vin, qui ne boivent pas d'alcool. Donc, avec quoi on pourrait les conseiller d'accompagner? En termes de vin, je vais commencer par celle-là. En termes de vin, un vin qui a quand même un peu, qui a quand même un côté gras, c'est important. Donc, plutôt partir sur un Saint-Véran, la mayonnaise, on a la sauce qui est quand même liée, qui est quand même vraiment douce. Donc ça, j'accompagnerai avec un Saint-Véran. En termes de boisson, en dehors d'alcool. Sarah, des idées de boissons qui pourraient accompagner ces plats? En fait, peut-être un rouge léger parce que c'est plein de resveratrol, donc des bons antioxydants. Après, je pense que le chef, il connaît plein de bons rouges légers. Oui, bien sûr, un rouge léger. Un petit chinon, une petite fleurie qui va avec aussi. On est de côté Beaujolais, donc ça peut être très bien marié aussi. Peut-être en côté non alcoolisé, on peut jouer aussi sur les infusions salées. Donc ça existe aussi. Donc un eau de tomate, une infusion de tomate, ça joue bien à l'affaire aussi. Donc les infusions à froid ou à chaud, ça marie très bien. Hein. Est-ce qu'un bon thé froid ou un bon thé chaud, vert ou noir, ça pourrait faire l'affaire aussi? Avec un thé vert en froid, en chaud, oui, ça se va. En froid, non, parce que le thé vert froid, il sèche quand même la langue, il sèche quand même un bout de langue. Donc forcément, je pense pas, non. Peut-être un thé frappé, oui, mais un thé frappé, oui. Mais un thé vert, juste comme ça, froid, je pense pas trop, non. Ok. Est-ce qu'on a autre chose à se dire, chef, dans la bonne cuisine, justement pour allier le plaisir de la bouche, garder le plaisir de recevoir, de cuisiner, et puis bien sûr toute la dimension de la santé globale? Je pense que, comme vous avez dit tout à l'heure aussi, le plus important, c'est qu'on soit en famille, qu'on accueille bien, qu'on va au marché ou on va au magasin qui vend des bons légumes. Effectivement, de voir, comme j'ai fait aussi pour faire ces recettes-là, c'est qu'est-ce qu'on a dans les magasins, c'est quoi la saison, et on joue au sentiment qui va avec. En famille, c'est pas toujours important de faire super sophistiqué, mais c'est effectivement de partager le plaisir de faire la cuisine en famille. Donc c'est des gnocchis, faire des gnocchis avec la famille, faire des petits pois, faire des cocos de Paimpol, c'est ça qui est le plus important. C'est le sentiment qu'on met dans la cuisine. Après, à nouveau, c'est jouer sur la saison. Donc, il faut pas faire des asperges vertes en mois de décembre. C'est pas bon et c'est pas la saison. Et c'est comme manger de la tomate fraîche au mois de décembre. J'ai pas un bon sentiment en mangeant la tomate fraîche au mois de décembre. Déjà, j'ai pas d'envie de manger la fraise au mois de janvier non plus. Donc, suivez bien les saisons, c'est le plus important, je pense. Surtout de manger les citrons et de manger les oranges au mois de janvier, février. Ça aussi, il y a une raison parce que c'est plein de vitamine C. Il y a beaucoup de l'eau. Quand on mange ça réveille. Donc, et effectivement, dans les mois de juin, c'est beaucoup de fraises, c'est beaucoup d'abricots, beaucoup de pastèques, tout ça, parce que ça contient énormément de l'eau aussi. Mais, sincèrement, je pense que c'est plus important, effectivement, de regarder ce qui se passe dans les bons magasins, de regarder ce qu'on peut acheter, de voir qu'est-ce qu'on a envie de cuisiner et est-ce qu'on arrive à les cuisiner. Et surtout cuisiner en famille.
Et puis surtout, respecter le rythme de la nature et manger les fruits et légumes et les produits de la saison, en fait. Tout à fait, c'est bien ça. Effectivement, si vous voulez jouer un tout petit peu aussi avec un légume ou un fruit, comme vous avez dit aussi tout à l'heure, cru et cuit, ça se marie très 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 bien ensemble. Donc l'asperge cuite et crue, en plusieurs textures, ou même brûler les asperges, on peut faire ça aussi, c'est très bon aussi. Jouer toujours avec les textures et surtout avec l'acidité. Comme ça, un peu de relief dans le plat, c'est toujours intéressant. Et d'ailleurs, on a bien remarqué que les Asiatiques souvent démarrent les repas par un bouillon, par quelque chose ou même une boisson chaude. Ah, une boisson chaude, hein. Ouais, on peut commencer par manger une soupe, une petite infusion, un minestrone notamment. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Marilyn, en attendant le retour de Sarah, est-ce qu'on a des conseils encore sur le plan santé à apporter à nos auditeurs en complément du chef? En complément du chef, je pense que le chef a bien résumé. Effectivement, c'est important de diversifier, de respecter les saisons, d'essayer au maximum aussi de manger local, de privilégier les circuits courts. Si on peut manger une pomme qui vient de quelques kilomètres de chez nous plutôt qu'une pomme du bout du monde, c'est quand même mieux au niveau environnemental et au niveau de sa consommation. Effectivement, intégrer aussi la famille, comme vous le disiez, chef, c'est important aussi de transmettre à nos enfants voilà, le goût du bien manger, le plaisir de cuisiner aussi, de préparer. C'est en leur inculquant ça dès le plus jeune âge qu'ils seront des adultes plus avertis et qui consommeront aussi beaucoup mieux. Ah, c'est ça. Et le côté social aussi, je trouve, parce que si on se pointe au marché, bien sûr, il y a une discussion avec le maraîcher ou avec le producteur que je reçois aussi au restaurant. La discussion, comment il le fait, c'est le savoir-faire, comment il le fait, comment la faire aussi, parce que le maraîcher, il peut expliquer aussi comment on doit cueillir une asperge. Le côté social, ce qui est pas négligeable non plus. Surtout quand on va marcher le dimanche matin en famille, c'est qu'on goûte un peu à tout parce qu'on a le droit de goûter au marché. Et puis la discussion, comment faire, qu'est-ce qu'on fait dans la vie ou comment vous le faites. Le boucher ou le poissonnier, c'est la même chose. Donc c'est le côté social qui est très important aussi. Surtout maintenant, dans cette période qu'on n'a pas trop le droit de voir de personnes, c'est quand même bien de discuter tout petit peu avec quelqu'un, notamment sur une cuisine. Exactement. Alors, public, avant de nous quitter, je vous invite à donner votre feedback sur le sujet du jour et puis bien sûr sur les outils. N'hésitez pas à nous laisser sur le mur de sondage votre vécu, nous faire remonter votre expérience client parce que c'est important pour nous. Nous avons besoin aussi de vos avis pour avancer, pour progresser. Merci, chef. Merci pour tous ces conseils. Donc, on rappelle que vous êtes chef du Baltard au Louvre. À l'occasion, quand on sera redéconfiné pour la énième fois, j'invite notre public, bien sûr nos invités, à aller vraiment visiter ce bel endroit qui donne vraiment sur l'ancienne bourse du commerce, qui est devenue la collection de François Pinault. Tout à fait. Un grand merci, Sarah. Je voulais juste rajouter une petite phrase par rapport à la recette, à deux recettes que j'ai vues. C'est que la recette à base de carottes et épinards, mais c'est très bon pour notre vue puisque c'est vitamine A et zéaxanthine des épinards, donc ça protège notre vue puisqu'on est beaucoup sur les écrans. Et les fraises augmentent parce qu'elles contiennent de la mélatonine naturelle, donc elles aident à bien dormir. Puis le chocolat avec sa sérotonine, tout ça c'est pour être très en forme en fait. Un grand merci, Sarah. On rappelle que vous avez aussi publié un livre sur les alimentations et puis surtout que vous êtes experte référente du plan national nutrition santé. Merci Marilyn. Merci à vous. Merci pour votre apport au niveau des professionnels de santé. Donc, vous, public, un grand merci encore pour votre confiance et pour votre fidélité. À très vite. Je crois qu'on a encore un e-change prévu ce jeudi-là. Je vous dis au revoir et puis bon appétit à tous et bien sûr,
vous avez accès à la vision du replay et puis à toutes les recettes du chef. Merci à vous trois. À bientôt. Merci à Bye vous. bye. Au revoir. À bientôt. Au revoir.